Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast Café Trailer. Alors aujourd'hui, c'est un échange avec Mathieu Blanchard. Mathieu, c'est un ultra trailer de très haut niveau qui est notamment membre du team Salomon, rien que ça. C'est aussi un ultra trailer qui a représenté notre sport, le trail, dans koh. Et oui, il a participé à cette série télévisée bien connue. Alors moi je connais le principe, mais je regarde pas l'émission, j'ai pas la télé chez moi et c'est pas une émission que j'ai l'habitude de regarder. J'ai peut-être regardé les premières, mais actuellement je ne regarde plus. Mais par contre j'ai beaucoup d'amis et de familles qui continuent de regarder cette émission très célèbre. Je crois que c'est 6 millions de téléspectateurs chaque vendredi. Et on parle avec Mathieu de son parcours d'ultra trailer, comment est-ce qu'il en est venu au trail. On parle aussi de son passage à koh, et évidemment j'aime bien parler un petit peu de la vie de nos athlètes élites qui arrivent dans l'émission et voir un petit peu leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont au contraire, quelles ont été leurs erreurs. On parle aussi du coup des erreurs de débutants de Mathieu et on fait un petit point sur la sécurité dont on parle souvent pas beaucoup en trail. Peut-être que c'est un sujet tabou, que les gens n'osent pas trop en parler ou que je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est un élément très important. Voilà, et écoutez, je vous souhaite un très bon moment en compagnie de Mathieu et de moi aussi, parce que je suis quand même présent dans cette émission, c'est moi qui pose des questions, n'est-ce pas? Voilà, mais bon, on a passé un super moment avec Mathieu, donc je vous souhaite une très bonne écoute. Et à tout de suite, c'est parti. Bonsoir à tous, bonsoir Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour échanger durant cette petite heure en live sur Facebook et YouTube. Comment vas-tu Mathieu? Eh bien, ça va super, merci pour ton accueil François, j'ai bien hâte de te parler, de te raconter mes petites histoires. Ouais, c'est vrai que ça a été compliqué de le programmer ce petit live, mais on y est enfin arrivé. Alors Mathieu, il y a la question traditionnelle sur l'émission Café Trailer, c'est que tu nous racontes ton premier trail. Est-ce que tu t'en souviens? Alors, oui, mais juste avant, effectivement, je m'excuse auprès de tes auditeurs et de ta communauté. On avait rendez-vous la semaine dernière, mais je suis au milieu du Pacifique. Là, il y a une connexion un peu minable. Donc, je m'excuse pour ça, mais on réussit enfin à se voir. Mon premier trail, tu veux dire juste courir dans le bois ou une course officielle? Course officielle. Ok, ma première course officielle, c'était en juin 2016. C'était au Québec, dans une petite montagne qui s'appelle le Mont Sutton, environ à 1 heure de Montréal. Et puis, donc moi, c'était ma toute première expérience en trail, même en fait presque courir en montagne. J'avais fait avant un petit peu de course sur route, et donc là, j'étais allé découvrir ce truc-là, et j'avoue que ça avait été à la fois une bonne et une mauvaise expérience. Mauvaise expérience parce que j'avais aucune aptitude technique pour le trail. J'avais déjà un bon petit cardio pour courir vite. Je me souviens du départ, c'était peut-être 2 kilomètres à plat et puis j'étais déjà dans le groupe de tête. Mais dès qu'on est arrivé dans une montée sèche, j'ai commencé à comprendre que ça n'utilisait pas tout à fait les mêmes muscles, courir en trail. Et là où j'avais surtout été choqué, c'était en descente. En fait, la vitesse à laquelle on pouvait descendre en courant, je n'imaginais pas un truc pareil. Et je me souviens me faire déposer par des coureurs et coureuses à une vitesse hallucinante. Et en fait, bon, ça, c'était un peu la partie négative où je m'étais dit, mais je suis vraiment nul. Mais la partie positive, c'est que j'ai passé 3 heures dans le bois, vraiment à kiffer mon moment. Et là, ça a été vraiment un coup de foudre, en fait, d'ajouter. En fait, moi, j'ai toujours été super fan des sports outdoor, en nature. Mais je courais sur la route, donc il manquait cet aspect-là, nature. Et en fait, je suis venu ajouter cette couche-là. Ça a été un total coup de foudre. Et depuis cette course-là, j'ai presque plus jamais mis mes pieds sur de l'asphalte, quoi. Donc voilà, ça a été la révélation. Top. Ah ouais, ça a vraiment été un flash. Du coup, avant ça, tu avais quoi comme expérience vraiment techniquement en course à pied? Tu faisais quoi? Plutôt des courses courtes, plutôt marathon? Tu étais plutôt quel type de course? Alors moi, je suis arrivé quand même assez tard dans le monde de la course à pied. Ça a commencé en 2014 lorsque je me suis installé à Montréal au Canada. J'avais 26 ans à cette époque. Et donc voilà, c'est quand même un petit peu tard.
Et là, je revenais en fait, j'arrivais d'une année de bureau où je travaillais à Paris, où disons que j'avais eu un mode de vie pas très santé, voilà, dû à un excès de travail et puis un petit peu de fête. Et donc, en attendant de trouver le sport qui allait bien m'aller, qui était à l'époque, ben, je faisais beaucoup de kitesurf, de la plongée sous-marine, du snowboard. Et puis, c'était difficile de faire ces sports-là à Montréal. Le snowboard un petit peu quand même, mais une fois que j'avais essayé d'aller au ski et que tu es à moins de 30 sur un télésiège, c'est pas agréable hein, du tout. Puis c'est pas simple d'aller faire du snowboard comme ça tous les jours. Et donc je me suis dit, bon, pour me remettre en santé, je vais aller courir un petit peu. Et c'était plus un sport de transition avant de trouver le sport qui allait bien m'aller. Et finalement, je me suis pris au jeu rapidement puisque je m'étais motivé pour m'inscrire en fait au marathon de Montréal. Donc, j'ai commencé à courir vers mars et puis c'était en septembre. Et en fait, le jour où j'ai cliqué sur le bouton inscription, ben là, tout d'un coup, ça a fait un tilt dans ma tête. Je me suis motivé par rapport à cette inscription-là. Et je me suis mis à vraiment me passionner par ce sport. J'ai lu de la littérature, j'ai regardé des vidéos et puis voilà, ça a commencé comme ça. Je connaissais pas du tout le trail à cette époque. Je savais même pas que ça existait ce sport-là. Et puis tu m'aurais dit le nom Kilian Jornet, je t'aurais dit mais je sais pas qui c'est quoi. Et donc là, j'ai fait le marathon de Montréal, ma toute première course à vie. Ça s'est plutôt bien passé, même si la fin était douloureuse comme un premier marathon. Et ayant aimé l'expérience, derrière, je me suis dit que j'allais faire d'autres marathons. Et puis c'était plus dans une perspective de découverte de ville en fait et de voyage. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup, le voyage, et que j'aime toujours aujourd'hui. Et il faut savoir qu'à Montréal, on est dans un rayon environ de 6 heures de voiture où on a accès à des marathons dingues. C'est-à-dire qu'en 2 ans, j'ai fait le marathon de Montréal, d'Ottawa, de Toronto, de Boston, de New York, de Philadelphie, de Chicago. Enfin voilà, pendant 2014, 2015, 2016, j'ai enchaîné tous ces marathons et j'ai adoré. Et en fait, malgré moi, j'ai quand même développé une certaine endurance physique et mentale à travers le marathon qui, je pense, est très utile pour le monde du trail. Après, j'étais quand même souvent blessé. Je trouvais ce sport pas mal ingrat. Bon, après, c'est sûr que c'était des volumes assez importants, assez rapides pour un débutant. Et puis, je suis passé par toutes les blessures classiques des coureurs, là, les périostites aux 2 tibias, les TFL, enfin, voilà, c'était assez insupportable de toujours courir avec la douleur. Et quand j'ai commencé à rentrer dans le trail, la douleur s'est estompée malgré le volume qui restait le même. Et c'est là que j'ai finalement commencé à trouver mon équilibre de vie et dans le sport aussi de courir avec plaisir sans blessure, quoi. Et Voilà. quand t'étais au marathon, du coup, tu allais taper quel type de chrono et tu recherchais la performance dans cette pratique-là? Alors c'est un peu des deux, ouais. Je recherchais l'expérience parce que quand tu vas courir à New York, que tu traverses les 5 arrondissements, là, les 5 boroughs, et que toutes les grandes rues sont privatisées pour toi, c'est quand même grandiose. Hein. Là, tu as des millions de spectateurs à droite, à gauche. Tu passes sur le bridge là avec les hélicos sur le côté. Tu vois Manhattan. Enfin, l'expérience est folle. Mais voilà, j'ai découvert aussi à travers ce cheminement de vie là que j'aimais aussi l'optimisation de potentiel et la performance. Donc c'est sûr que j'essaie d'améliorer mes chronos de marathon en marathon. Le tout premier marathon, celui de Montréal, alors là je t'avoue que c'était en total débutant. J'ai pris un livre avec des programmes, il y avait plein de programmes et je suis allé au hasard sur le programme de 3 heures, tu vois, parce que ça tombait rond. J'avais aucune idée si c'était bon ou pas bon. Il y avait, bon voilà, je suis allé sur 3 heures. J'ai fait le programme avec les paces qui étaient indiqués pour faire ça et j'ai fait mon marathon de Montréal en 3h00. C'est vraiment, bon, c'est un coup de chance quand même parce que tu regardes le pace, il est pas du tout constant, mais je suis arrivé en 3h00. Bon, après, j'ai eu le temps de progresser. Mon meilleur chrono, je l'ai fait en 2016. Ça a été mon année de transition entre route et trail, mais disons que c'était pas tout à fait optimisé pour ce marathon-là, puisque j'ai pas du tout fait un programme de route. C'était une année où je faisais du trail, et 2 semaines avant, j'avais fait la Transalpine, qui est une course à étapes d'une semaine de 270 bornes qui part de l'Allemagne et qui va jusqu'en Italie en traversant toutes les Alpes du nord au sud. Fait que 2 semaines après, quand je me suis retrouvé sur la ligne de départ à Chicago,
C'était peut-être pas le plus optimum, mais c'est sûr qu'après 3 ans de marathon, j'avais quand même pu un peu développer mes aptitudes. Et j'ai fait mon meilleur chrono ce jour-là et j'ai fait un 2h32. Voilà. Ouais, quand même. C'est un marathon qui est assez plat, donc qui permet de faire des bons chronos. Il faut avoir la chance qu'il n'y ait pas trop de vent ce jour-là parce que c'est une ville qui est très ventée. Moi, j'avais eu la chance qu'il n'y ait pas de vent, donc ça s'était bien passé. Mais voilà, au fond de moi, je garde une petite option plus tard, peut-être, de revenir faire des marathons, mais de faire un vrai programme optimisé de 3 mois pour ça, pour voir ce que je serais capable de faire sur un tel format. Voilà, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Et aller chercher le sub de 30. Sub de 30, c'est sûr, parce que j'étais pas très loin et puis mon programme n'était pas optimisé. Mais quelque chose plus autour de 2h20, ça serait quelque chose ça serait voilà, un objectif que je pourrais me fixer. Ok, super. Alors du coup, on va en parler forcément de ta victoire de la Xterra très très récente, n'est-ce pas? Mais avant ça, j'aimerais que tu avant-hier, j'aimerais que tu nous parles de ton arrivée au trail et surtout à l'ultra trail. Pourquoi est-ce que tu t'es penché vers cette discipline de l'ultra? Parce que finalement, quand on fait du marathon, on aime bien courir vite. Sur ultra, on va plutôt aller chercher des rythmes plus lents avec des performances qui sont plutôt de l'ordre du mental, même si pour performer en marathon, il faut évidemment en avoir aussi, mais c'est d'autres ressources, c'est beaucoup plus long, c'est différent comme sport. Qu'est-ce qui t'a fait basculer comme ça et qu'est-ce qui t'a attiré vers l'ultra? Alors, c'est une très bonne question, François, et je te répondrai d'abord en te disant que la réponse évolue au fil du temps avec la maturité puis l'apprentissage de ce sport qui est quand même assez complexe. D'abord, pour revenir sur la vitesse, aujourd'hui, il faut savoir que dans les ultras, ça va vite quand même. Moi, je me rends compte que ça soit sur un 20 kg ou sur un 100 kg, en descente, ça va être la même vitesse en fait. Après, c'est plus à plat et en montée où tu vas un petit peu plus en garder, mais ça va vite. Même aujourd'hui, je me souviens, la dernière course d'ultra que j'ai fait, la Transgrande Canaria en février, à plat, on est parti jusqu'à la première montée, ça roulait à 3,20 du kilo, quoi. C'est vraiment rapide. Bon, après, c'est peut-être une erreur parce que ça explose, mais il y en a qui réussissent à tenir finalement avec un bon rythme jusqu'au bout. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais donc moi en 2016, après ma première course dont tu en as parlé tout à l'heure, j'ai fait aussi mon premier ultra en octobre. Ça s'est passé à l'Ultra Trail Arikana UTHC, qui était une course du circuit Ultra Trail World Tour qui n'existe plus aujourd'hui, mais bon, qui est une course qui est reconnue par rapport à ça. Elle se situe au Québec, au Canada. Il y a plusieurs formats. Le format Rennes, la course Rennes, c'est le 125 km, mais moi j'avais participé aux 80 km. Et donc c'était mon premier ultra, octobre 2016, et là ça s'était super bien passé. Donc j'étais arrivé au bout, à la ligne d'arrivée, et puis voilà, j'étais quand même parti un petit peu sur les réserves pour mon objectif, c'est de finir mon premier ultra. Et lorsque je suis arrivé, j'avais encore beaucoup d'énergie, je me sentais bien, et puis j'avais surtout une joie en moi, enfin quelque chose, des émotions qui avaient été exacerbées à un point que je crois que j'avais jamais ressenti un truc pareil. Et ça m'a fait vibrer tout simplement. Et c'est sûr que là, ça a été finalement le troisième coup de foudre. Le premier, la route, le deuxième, le trail, le troisième, l'ultra trail. Et là, j'ai dit, ça, c'est quelque chose qui me correspond, quoi. Juste après la course, j'en rêvais la nuit, je faisais que y penser. Et c'est là où j'ai commencé à regarder vraiment toutes les vidéos YouTube des ultras des quatre coins du monde, où j'ai découvert tous les Kilian et autres athlètes de ce monde, et où j'ai été méga inspiré. Et je me suis dit dans mon canapé en regardant ces vidéos, mais moi aussi je veux faire ça. Tu vois, je voyais la Diagonale des Fous, l'UTMB, ces courses-là, ça me faisait rêver. Et puis là, ça a planté une graine dans ma tête qui a commencé à germer. Et c'est parti de là. Et maintenant, je te disais tout à l'heure que ça évolue avec le temps. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, le recul que j'ai pris, je sais que j'adore l'ultra trail parce que il y a d'autres aspects qui sont pas uniquement le sport et la course à pied, qui entrent en jeu, qui sont passionnants. Voilà, c'est totalement passionnant. Moi, ça me passionne l'optimisation
de l'ultra trail vis-à-vis de la nutrition, du sommeil, de la gestion de l'effort. L'aspect aussi où tu vas passer beaucoup de temps en nature et où tu vas devoir affronter, gérer et t'adapter à ton milieu naturel de par la météo, la chaleur, le terrain qui va être ultra technique. Et en fait, pour moi, l'ultra trail, c'est pas de la course à pied, c'est une réelle aventure. Ça n'a rien à envier au Mike Horn qui va traverser l'Amazonie en ultra trail. La seule différence, c'est que c'est cadré. Voilà, c'est sécurisé. Tu pars pas avec ton petit sac à dos et puis si tu te plantes, tu peux mourir. Là, t'as quand même un cadre, voilà, avec des ravitaillements, des coureurs avec toi, une équipe de sécurité, voilà, qui fait que tu vas pouvoir te lancer dans une aventure qui est plutôt engagée et dangereuse, mais le risque est géré. Voilà. Et donc, tu vis des émotions incroyables. Et moi, je crois que c'est ça que j'adore dans ce sport et qui fait qu'aujourd'hui, ma vie tourne autour de ça un petit peu, quoi. Je dédie ma vie à l'ultra trail. Ah, c'est vrai que c'est un sport qui nous tire vraiment au plus profond de nous-mêmes, qui va nous amener dans nos propres retranchements, parce qu'on peut on peut se fier qu'à nous-mêmes. Enfin, si on se plante, c'est vraiment que de notre faute. C'est par nature pas un sport d'équipe. Et l'ultra trail permet d'aller rechercher comme ça toutes ces émotions vraiment très profondément. Exact. Ça me parle vraiment énormément ce que Exactement. tu dis. Ouais. Mais par rapport à l'équipe aussi, je rebondis là-dessus. Pour moi, au plus le sport est dans l'ultra endurance, au plus tu vas passer du temps dans le mouvement, au plus je trouve que le sport va devenir un sport d'équipe. Tu sais, on dit souvent que la course à pied c'est un sport individuel, mais moi j'ai joué on dit au soccer au Québec, mais au foot. J'étais plus jeune. Et j'ai vécu des moments d'équipe, de solidarité et de communauté beaucoup plus forts dans le monde de la course que dans le monde du foot, qui est un sport d'équipe par définition. Tu vois, dans mes ultras, j'ai toujours une famille, des amis qui sont là pour me soutenir. Dans tout le cheminement, tu sais ce que c'est sur la préparation. Si t'as pas ton entourage qui te soutient, ça marche pas. C'est tellement dur d'aller faire d'un tel volume, s'entraîner. Et pour moi, c'est vraiment, c'est un sport d'équipe à part entière. Alors, c'est sûr qu'on le voit pas comme ça le jour de la course parce que c'est la partie émergée de l'iceberg où tu as juste le coureur qui va partir du départ jusqu'à l'arrivée, mais tout autour, il y a un environnement humain et communautaire qui est très, 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 très fort. Bon, après, ce que j'aime bien aussi, en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est la folie de ce sport aussi, quoi. C'est vrai, moi, j'adore quand les gens ils me disent, mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, c'est fou. J'adore, en fait, débattre avec ces gens-là qui se rendent pas compte. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on fait quelque chose d'unique et puis ce qui est unique, nous fait vibrer, quoi. C'est clair. C'est vrai que je dis que c'est pas un sport d'équipe, mais en même temps, à haut niveau, ça peut le devenir parce que tu peux avoir des stratégies d'équipe de quelqu'un qui va partir fort devant et puis qui va essayer de tirer un petit peu les autres pour les cramer et puis en fait, il va ralentir après, puis c'est un autre qui prend la Tout à fait, suite. tu connais ça. J'ai déjà vécu ce genre de stratégie avec la team Salomon sur certaines courses. Ouais. Ils sont spécialistes de ça. Ouais. Bon, on les connaît ceux qui font les lapins pour aller brûler les autres. On les connaît. Effectivement, ça peut. Je me demande d'ailleurs si Zach Miller, c'est pas son métier depuis toujours, quoi. On lui demandera si un jour j'ai l'honneur de le recevoir un jour ici. Ouais. On connaît son secret, ça y est. Alors Mathieu, tu parlais justement de ton évolution dans la pratique de l'ultra, et est-ce qu'il y a des erreurs que tu as fait au début et qui te paraissent maintenant hallucinantes d'avoir fait ce genre d'erreurs et qui pourraient justement servir à tous ceux qui nous regardent et qui aimeraient se mettre à l'ultra? Il y a beaucoup, j'ai fait beaucoup d'erreurs. On peut s'y étendre là-dessus si tu le souhaites, mais moi, il y en a une seule aujourd'hui que je voudrais que les auditeurs qui sont là retiennent et qui est pas uniquement dans le domaine de la course, qui est dans le domaine juste d'aller en montagne, aller courir, aller s'entraîner. C'est que la montagne, en fait, malgré ses apparences, peut être ultra, ultra, ultra dangereuse. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des conneries. Je suis dans les White Mountains aux États-Unis à aller faire une petite sortie de 20 kilos avec des amis. On est en bas de la montagne. Il fait hyper chaud. On est torse nu. Vraiment, c'est l'été.
On part là-haut et quand on arrive là-haut, les White Mountains sont connus pour avoir des météos assez changeantes et dangereuses. Sur le mont Washington, il y a le vent record qui a été enregistré à 400 km/h. Donc, autant te dire que c'est quelque chose de très costaud. Et ça nous est arrivé. On est arrivé en haut, plein soleil, et ça a pris, mais je crois, une fraction de seconde. Il faisait soleil et d'un coup, il a fait nuit. Et moi, à la blague, j'ai dit Aziz, lumière, tu sais, voilà, le cinquième élément. Ouais. Et en fait, c'est qu'il y a une météo qui est arrivée. Tout d'un coup, il a fait noir. Il s'est mis à grêler, à avoir un vent à 150 km/h. On se prenait des grêlons dans les cuisses. On est revenu avec des bleus comme si c'était un paintball qu'on avait fait. Et là, brouillard, on a gelé les doigts, les pieds. On était glacés, mais ça a pris 5 minutes. Avec le brouillard, on était sur des rochers. Donc, tu avances en haut, il n'y a plus de forêt, quoi. C'est avec des cairns. C'est des genres de petites pyramides de pierre. Avec le brouillard, on ne les voyait plus, les cairns. Donc, on commençait à perdre un peu la direction. Et puis, bon, c'était chaud. Franchement, c'était très chaud. On a réussi à regagner une forêt et redescendre. Mais ce jour-là, je me suis dit, mais plus jamais. Alors, moi, j'étais parti avec un Gore-Tex, une couverture de survie et des gants. Mais j'ai des copains qui étaient partis en mode minimaliste. Juste la petite ceinture, le short et le t-shirt. Et eux ont pris très, 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 très cher, tu vois. Alors, heureusement que j'étais là parce que j'avais un peu plus de lucidité avec mon Gore-Tex pour les guider. Mais ça s'est joué à pas grand-chose qu'on ait un gros accident. Et tu as dû voir la nouvelle il y a 2 jours de ce qui s'est passé en Chine. Et donc, c'est là-dessus aussi que je veux rebondir. Moi, ça fait 2 jours que j'y pense. J'y ai pensé pendant mon Xterra. Ça m'a fait couler des larmes. J'ai le ventre qui est retourné depuis que j'ai vu ça. Je connaissais un des coureurs aussi personnellement, donc je suis profondément touché. Et donc voilà, faites vraiment attention. La montagne peut être, peut vraiment être sournoise là. Et pour le poids que ça pèse, un Gore-Tex, une couverture de survie et des gants, versus le ratio où ça peut sauver des vies, faut vraiment, vraiment partir en montagne avec du matériel, même si en bas il fait 40 degrés soleil. Voilà. Donc c'est tragique ce qui s'est passé. Et puis voilà, l'ultra trail. Attention, on est en nature et le milieu naturel est toujours plus fort que nous. Ah, tu fais extrêmement bien de le rappeler parce que c'est vrai que quand on n'est pas soi-même montagnard, quand on n'a pas vécu en montagne depuis tout petit, quand on n'a pas nos parents, nos grands-parents qui nous ont raconté des histoires de ce genre et qu'on n'a pas baigné là-dedans depuis tout petit, c'est mon cas. On s'imagine pas en fait vraiment l'impact que ça peut avoir, la rapidité que ça peut avoir, et le fait malheureusement d'avoir ce genre de choses qui se passent comme ce qui s'est passé en Chine. Le fait que tu nous racontes cette histoire, ça fait prendre vraiment conscience de la dangerosité que la montagne peut avoir, et c'est vrai que heureusement ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, faut être prêt. Donc tu fais bien de le rappeler. Parenthèse clôturée. Après, bon, pour continuer sur cette note-là, c'est que oui, je redis, la montagne est plus forte que nous et on se fait surprendre. Anecdote personnelle, j'étais allé faire une course au Maroc qui s'appelle l'Ultra Trail Atlas Toubkal. Le départ de la course se fait sur le plateau de Oukaïmden, qui est déjà à 2006, il me semble. Et puis tu vas monter sur la course sur des plateaux à 3500 mètres. Alors, c'est sûr, il n'y a pas de neige, c'est tout sec et tout. Tu as l'impression que tu n'es pas en altitude. Mais moi, j'ai subi un mal aigu des montagnes pendant la course. Et j'ai eu très, très, très peur. Tu vois, j'ai vraiment eu peur. J'ai chopé une migraine telle que je pouvais même plus marcher parce que chaque pas par terre résonnait dans ma jambe et venait me mettre des coups de couteau dans la tête. J'avais l'impression que mes yeux allaient sortir de mon cerveau. Enfin, c'était horrible la douleur. C'était une souffrance où j'avais envie de me jeter pour arrêter la douleur, quoi. Bon, j'ai réussi à redescendre un peu dans une vallée, à m'en sortir. Mais tu vois, la grosse erreur que j'ai fait, c'est que à cette époque, j'étais dans un bureau d'ingénierie, donc j'avais moins de temps. Et j'étais allé à la course la veille en pensant que tout s'était bien passé pour moi jusque-là dans les ultras. Donc, je me sentais un petit peu super hero. Mais malheureusement, non, la nature est beaucoup plus forte que nous. Et là, en l'occurrence, c'était une grosse erreur de croire que l'altitude, faut pas s'y acclimater. Non, il fallait arriver au minimum 1 semaine, 10 jours avant pour laisser le corps s'acclimater à l'altitude et pas subir ce type de choses, quoi. Donc ça, c'est pour l'altitude, mais ça peut être la même chose pour le froid, pour la chaleur aussi. Là, par exemple, à Tahiti, je le sais maintenant parce que j'ai couru des courses en milieu tropical, en Martinique, en Guadeloupe et à Tahiti.
La chaleur est vraiment, c'est un choc quand tu arrives ici. Hein. C'est 40 degrés, taux d'humidité à 80%. Si tu arrives 3 jours avant la course, c'est sûr que tu vas faire un coup de chaleur et que tu vas avoir des soucis, quoi. Hein. Donc voilà. Un bon conseil que je peux donner, c'est que pour des courses où il y a des paramètres, chaleur, altitude, froid, enfin qui nous sortent un petit peu de notre confort de tous les jours, il faut y aller longtemps avant. Et si tu n'as pas le temps d'y aller longtemps avant pour cette course-là en particulier, il vaut mieux éviter de s'y inscrire. Voilà, il faut ça vient avec. Tu veux t'inscrire à une course avec des paramètres difficiles, il faut le temps faut respecter la nature de cette course et il faut prendre le temps d'y aller une semaine à une dizaine de jours avant pour s'y acclimater. Puis, pour rebondir encore sur ce sujet-là, c'est vrai que peu importe le niveau, en plus des personnes, on a vu François Daen qui s'est pris un coup de chaud très récemment. Donc, si ça arrive à des personnes qui sont quand même assez affûtées, ça peut arriver à tout le monde, effectivement. Exactement. Alors, j'aimerais qu'on aborde ton actu vraiment très récente, là, ton enchaînement avec ton triathlon nature, plus ta victoire sur la Xterra. Comment est-ce que tu as vécu cet enchaînement et pourquoi l'avoir fait, cet enchaînement? Pourquoi avoir misé sur les deux et pas un en particulier? C'était quoi qu'est-ce que tu recherchais là-dedans? Faire du volume? C'était quoi l'objectif? Alors, au début, c'était pas du tout prévu. Moi, j'étais déjà venu en 2019 faire la course de trail. J'étais invité pour ça et cette année, c'était la même chose. Donc, la course de trail Xterra Tupuna, ça s'appelle, qui fait à peu près entre 43 bornes dans la jungle. Mais attention, les courses en milieu tropical, faut pas les regarder en distance. Hein. Pour moi, là, un 40 bornes en milieu tropical, ça équivaut à un 100 bornes en trail, je veux dire, pas avec gros dénivelé, mais en trail facile, tu vois. C'est vraiment la chaleur qui fait, la boue, les racines, enfin, c'est costaud. En moyenne, là, tu regardes les temps moyens, c'est une dizaine d'heures pour faire cette course-là, tu vois. Donc, c'est du costaud. Et ce qui s'est passé, c'est que cette année, avec la pandémie, les touristes, tu pouvais pas venir en Polynésie avec un motif de tourisme. Donc moi j'ai eu la chance de venir avec un motif impérieux en tant que coureur pro qui venait participer à un événement sportif et donc la course n'a pas pu faire venir beaucoup d'athlètes élites et donc la densité de coureurs de coureurs élites était plus faible, on va dire. Ce qui fait que je me suis fait challenger par l'organisation, mais aussi par les triathlètes en me disant, Matt, voilà, comme il y aura un petit peu moins de compétition, viens faire le triathlon avec nous la veille, quoi. C'est un petit défi, quoi. Go, go, go. J'ai réfléchi. Après, j'ai dit, pourquoi pas. Hein, c'est l'occasion. En plus, ça optimise aussi le voyage ici. Hein, ça reste un événement sportif. Moi, c'est ma passion. Et c'est un triathlon particulier parce que c'est un triathlon Xterra. C'est pas un triathlon route. C'est-à-dire que tu nages dans la mer et puis après tu nages, tu fais du VTT en nature et tu finis par une course de trail. Donc ça rejoint quand même un petit peu ce que tu fais et mes valeurs. Et j'avais jamais fait ça non plus. Donc voilà, moi j'aime bien aussi sortir de ma zone de temps en temps et essayer des trucs nouveaux. Donc je l'ai fait, ça s'est bien passé. Bon, je suis vraiment je suis pas une enclume, mais je suis pas terrible en nage. Voilà, mais j'avais quand même, disons, une endurance qui fait que je m'en suis pas trop mal sorti, mais je suis sorti à peu près dans les 25. Après, en VTT, alors je fais quand même pas mal de vélo de route, donc j'ai un peu des jambes pour appuyer sur la pédale, mais par contre, techniquement, le VTT, c'est compliqué. Hein, j'en avais jamais fait. C'est vraiment des montées sèches là, et il faut savoir passer les rapports au bon moment. Moi, j'ai passé un peu tard, il passait plus, je déraillais, enfin, compliqué. Et les descentes aussi, tu peux. C'est comme en trail, hein, si tu mets un petit peu les freins, tu te fais déposer. Hein, c'est assez complexe de gérer les descentes, mais c'était cool. Et le trail, c'est ma force et j'ai réussi à reprendre quand même pas mal de monde. Et donc, le lendemain arrive le trail. Enfin, le lendemain, il partait à 5h du mat, donc la nuit était courte. Je me suis quand même inquiété. Je suis parti et dans les 3 premiers kilomètres, les jambes étaient très, très, très lourdes. Des sensations pas terribles pour un début de trail. Et puis là, j'avais un discours interne, mais Matt, ça va mal se passer aujourd'hui pour toi là. Oh là là. Et après, je me suis dit, mais en fait, t'es là, t'es à l'autre bout du monde. C'est sûr, je me connais, moi je les finis les ultras, même si je finis en bas du tableau, je vais les finir, tu vois. Et je me suis dit, donc Matt, tu te connais.
c'est sûr que tu vas aller au bout de tes 42 bornes. Donc, bon, maintenant, arrête de penser à tes jambes, puis tu vas le faire dans tous les cas, vas-y. Et puis là, en commençant à penser un petit peu plus positivement, ben, le mal s'est estompé, ça a commencé à aller mieux et puis j'ai pu accélérer un peu et finalement, ça s'est super bien passé. Donc là, je suis en train de réfléchir un peu à cette expérience-là. Est-ce que tu sais, la semaine de taper, là, la semaine d'affûtage, elle est assez complexe hein, dans le sport et aujourd'hui, toute la science ne s'accorde pas avec les mêmes recettes. Même moi, en tant que coach, je suis assez dubitatif sur ce qui est proposé. Et donc, est-ce qu'on garde un certain volume, pas un certain volume? Je connais aussi Kylian qui va aller faire des gros volumes, même une course de 80 kilos une semaine avant sa course officielle. Et donc, voilà, ça laisse à se questionner ce genre d'expérience. Et moi, je me questionne sur cette expérience que j'ai eue ici. Parce que j'ai quand même eu de très bonnes jams après pendant le trail qui étaient même peut-être meilleures que celles que j'avais il y a 2 ans ici en n'ayant rien fait la veille. Donc voilà, c'est tout en ayant évidemment un juste équilibre, pas trop en faire, mais garder un certain volume, intensité la semaine ou la veille, ça peut être intéressant sur certains efforts, je trouve. Ah, c'est vrai que ce dosage est jamais simple à trouver et puis ce qui va fonctionner à un moment va pas fonctionner à un autre moment. Ce qui va Exact. fonctionner pour une course va pas fonctionner pour une autre course. C'est assez complexe à trouver effectivement. Ouais. Et du coup, donc Xterra, course de cœur. Maintenant, tu me disais en off que tu allais sûrement la refaire. Qu'est-ce qu'elle a Oui. de particulier? Quelle ambiance est sur Tahiti pendant cette course? Est-ce que c'est toute une île qui vit pour ça? Est-ce que c'est des gens qui sont vraiment à applaudir les coureurs, à les accompagner, à leur donner tout ce qu'ils peuvent? C'est comment? Alors oui, course de cœur. Course de cœur, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est une course qui rentre dans le cercle très restreint des courses auxquelles je vais participer plusieurs fois. Comme tu sais, et comme la communauté de trail le sait, je crois qu'avec une seule vie, on peut pas faire toutes les courses de trail qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Et j'aimerais en faire quand même beaucoup. Et puis, comme beaucoup de trailers et d'ultra-trailers aimeraient en faire beaucoup, mais ce sera pas possible. Mais de temps en temps, il y a aussi des courses où on aime retourner par rapport à une ambiance, comme tu soulignais, ou d'autres raisons qui peuvent être personnelles à chacun. Moi, Tahiti, elle est rentrée dans mes courses de cœur parce que vraiment, au niveau ambiance, c'est fou. Alors d'abord, l'ambiance environnementale, purement nature, elle est d'une originalité extrême. Tu vois, quand tu vas courir dans les Alpes, que ce soit en France, en Italie, en Autriche, en Suisse, voire même dans les Pyrénées, tu vas globalement trouver les mêmes ambiances, voire même les mêmes environnements naturels. Voilà, après, quand tu vas dans le Colorado ou dans les Rocheuses canadiennes, un peu la même chose, ça se ressemble. En revanche, là, quand tu arrives à Tahiti, en Polynésie, pour faire du trail, c'est l'environnement, c'est fou. Tu rentres dans une jungle qui est luxuriante. Alors, c'est bien, c'est comme dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique, il n'y a pas d'animaux dangereux ici. Donc, tu peux vraiment aller t'enfoncer dans la jungle et toucher les feuilles sans inquiétude qu'un jaguar ou une araignée mortelle va te sauter dessus. Et donc, tu peux aller profond dans la jungle. Et ça, c'est vraiment beau, une jungle. Là, c'est dense, c'est vert, il y a des fruits partout. Enfin, t'as l'impression d'être un aventurier qui traverse l'Amazonie avec ta machette, quoi. Hein. C'est assez fort. Et parfois, tu atteins quand même des cols un peu plus haut en altitude. Il faut savoir que ça monte jusqu'à l'Oroena, là, c'est 2200 mètres d'altitude. Et là, si tu prends le temps de te retourner et regarder en bas, mais c'est paradisiaque. Tu vois en bas les lagons bleu turquoise avec les barrières de corail. C'est pas quelque chose que tu vois partout en fait. C'est vraiment les yeux, t'en prends plein les mirettes. C'est assez impressionnant. Et puis t'arrives des fois, tu passes sur des plages avec des petits cocotiers. Tu cours dans une carte postale en fait, mais qui est réelle en fait. C'est une île qui existe, c'est des îles qui existent. Donc ça, c'est assez fou. Et ensuite au niveau mais ambiance humaine. Faut savoir que le peuple polynésien a des valeurs d'accueil et de générosité qui est hors norme en fait. T'arrives ici, déjà t'atterris, t'es accueilli avec des colliers de fleurs, c'est des sourires partout, c'est des bonjours tout le temps, des signes. Enfin, il y a vraiment une ambiance d'accueil et de générosité que tu ressens qui est énorme. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Et on le ressent beaucoup à travers la course.
Alors, c'est un petit peu comme la Diagonale des Fous, mais à moindre échelle. Hein. À Moorea, ici, il doit y avoir 5000 habitants, hein, c'est petit. Mais voilà, le peu d'habitants qu'il y a va quand même aller au bord des sentiers, t'encourager, faire des grands sourires, et puis avec les mots tahitiens là, tu vois, donc à toi de dire bonjour en tahitien aussi, Yaorana, merci, Maururu, tu vois, donc tu parles un peu tahitien. Et puis cette ambiance-là est vraiment géniale. Tu vois, au départ de la course aussi, tu vas avoir, c'est traditionnel, à chaque fois qu'il y a un événement, qu'il soit sportif ou autre, tu vas toujours avoir les danseurs qui vont venir, les danseurs du feu, les vaïnés, les percussionnistes, une sorte de prêtre local qui va faire une cérémonie pour t'encourager, pour amener la chance sur toi. Et donc ça, c'est quand même fou de vivre ça. Tu fais un petit haka aussi avant de partir. Et puis, franchement, tu vois ça nulle part ailleurs. Voilà. Donc, clairement, moi, c'est une course qui est rentrée dans mes courses de cœur. Et je crois qu'à l'avenir, ça va être un rendez-vous annuel de venir chaque mois de mai en Polynésie, me remplir de cette bonne énergie et commencer cette saison d'Ultra Trail sur une note positive. Bah alors, je sais pas ce que les spectateurs en pensent, mais moi, j'ai vraiment voyagé là. Dans les 5 dernières minutes, j'étais ailleurs, j'étais plus dans mon bureau. Ça fait vraiment super envie. J'ai mon père qui était marin et qui a vécu plusieurs années à Tahiti. Il en a fait des dizaines et des dizaines de pays, d'îles, etc. Et Tahiti, ça reste son île qui l'a marqué dans Il y en a toute sa pour tous les carrière. goûts. Il y en a pour tous les goûts, même pour ceux qui souvent tannent leur famille et amis pour venir les accompagner dans les ultras, et des fois ça les embête, quoi, tu vois. Mais là, je peux t'assurer que si la famille et les amis les accompagnent, ils vont kiffer leur moment aussi en Polynésie, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Alors certes, il va y avoir le foufou trailer qui va aller se mettre les pieds dans la boue et et souffrir dans la jungle. Mais si les autres, ils veulent aller profiter des plages et puis des lagons et des petites maisons sur pilotis pour relaxer, en fait, c'est grandiose pour ça ici. Donc, tout le monde y trouve son compte. Et pour ça, c'est génial. Ça fait un beau voyage entre amis ou entre familles, cette Polynésie. Top. Alors, j'ai pas précisé ça au tout début, mais vous avez la possibilité de poser vos questions à Mathieu. Évidemment, on y répond avec grand plaisir. Et j'en profite pour afficher la question des Run Danto. As-tu vu Teura? Alors, qu'est-ce que c'est Teura? Je sais pas. Teura, Ouais. Teura, c'est mal prononcé. On dit souvent Teura, mais c'était Teura. C'est un aventurier mythique de l'émission Koh-Lanta. Donc Teura est tahitien. Donc il est très 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 connu ici. Il a participé à, je sais plus les nombres, 3 ou 4 Koh-Lanta. Il est réinvité souvent. Et donc voilà, je connais Teura parce que bon, une fois qu'on a fait Koh-Lanta, on fait partie du cercle des anciens, et donc on se connaît et puis on partage des moments ensemble. Mais là, pendant mon voyage, non, j'ai pas vu Teura, mais mon petit doigt me dit qu'il était pas très loin. Top. Alors ça me fait justement une transition toute faite et du coup ça se voit. Je connais pas du tout Koh-Lanta, je regarde pas. Enfin je connais quand même le principe, le concept, les rouges, les bleus, les jaunes. Qu'est-ce qui toi t'a donné envie d'aller participer à cette émission et à cette série, Koh-Lanta? Mais moi, les raisons qui a fait que j'ai voulu aller participer à Koh-Lanta, c'est les mêmes que l'Ultra Trail. C'est l'aspect aventure. Moi, j'allais là-bas pour vivre la vie de naufragé, tu vois. Comme beaucoup de petits garçons, j'étais fasciné des histoires de Robinson Crusoe, hein, quand j'étais petit, qui se retrouve tout seul sur son île à essayer de survivre, voilà, ou le film avec Tom Hanks là, Seul au monde, où il se crache avec son avion, il se retrouve là avec Wilson, le ballon, tout ça. Donc c'est quand même, tu sais, moi limite des fois je me dis, c'est un peu fou, mais je me dis, j'aimerais faire un naufrage volontaire pour me retrouver sur une île et vivre ce truc-là, voir si je serais capable de survivre. Et l'émission Koh-Lanta le permet en fait. Alors tout comme l'Ultra Trail, avec un cadre qui fait que si vraiment tu es à la limite de mourir, ils vont te sauver, tu vois. Mais tu vis quand même une vraie expérience de naufragé où bah, tu vas devoir trouver ta nourriture,
construire une cabane et puis essayer de survivre avec les moyens du bord. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vivre et l'émission le permettait. Donc, c'est pour ça que j'ai participé. Et aussi, il y a un aspect sport. Moi, je suis sportif et puis il y a beaucoup d'épreuves sportives qui se font pendant l'émission qui sont quand même difficiles pour les avoir vécues. Moi, je voyais ça de mon canapé, je trouvais ça facile, mais faut savoir que quand tu dors pas pendant une semaine, que tu manges pas, que tu n'as plus d'énergie, c'est très très difficile et donc ça te rentre dedans et ça te challenge. Donc ça, j'adorais. Et puis voilà, je voulais vivre une expérience forte comme ça. Après, Koh-Lanta, c'est d'autres aspects aussi qui me rejoignent un peu moins, comme tu vois un peu les aspects stratégiques et puis des comportements humains aussi que j'apprécie pas beaucoup, qui vont de la trahison, du mensonge, des valeurs qui sont pas forcément très recevables, mais voilà, faut savoir que ça reste un jeu et que parfois tu dois user de certains vices pour essayer d'aller plus loin. Moi, j'ai pas trop usé de ces vices-là, ce qui fait que je suis peut-être sorti un petit peu tôt par rapport à mes objectifs et ce que j'espérais, mais en tout cas, j'ai quand même vécu une expérience extraordinaire durant cette aventure-là, quoi. C'est quelque chose que je recommande à tous. Top. Pour tout avouer, j'ai mon meilleur ami qui m'a appris cet après-midi que t'étais parti beaucoup trop tôt, que c'était avec justement une espèce de stratégie comme ça de quelqu'un qui t'avait été un petit peu mis à l'écart. Qu'est-ce que tu as retrouvé de plus dur dans cette émission-là et qui se rapprocherait de l'ultra? Est-ce que c'est le manque de nourriture? Est-ce que c'est le manque de sommeil? Qu'est-ce que tu as trouvé comme ça qui était un petit peu difficile? C'est souvent ce qui revient, ces deux critères-là, le manque de nourriture et le manque de sommeil. Alors, le manque de nourriture, moi, je m'entraîne quand même souvent à jeun. Et puis, tu sais, pour l'ultra trail, il faut quand même savoir travailler sur la filière cétogène, donc savoir brûler du gras, en résumé, plutôt que de travailler uniquement sur la filière des glucides. Et donc, j'ai souvent des petites sensations de début d'hypo, tu vois, je sais un petit peu ce que c'est d'avoir des baisses d'énergie. Donc, voilà, c'était difficile, certes, mais ça, tu sais, on est un peu tous dans le même panier, quoi. On a un manque d'énergie, en gros, tu t'adaptes, tu vas au ralenti, tu fais tous tes gestes à 2 à l'heure, et puis voilà, ça va bien. En revanche, là, quelque chose que j'avais jamais vraiment vécu, c'est la déprivation de sommeil. Alors certes, sur certains ultras, tu vas faire une nuit complète dehors, mais avec l'adrénaline et puis normalement le repos que tu as eu la veille, tu passes ta nuit sans trop de problèmes. Mais là, c'est plusieurs nuits, là, ça dure longtemps et puis tu t'y adaptes pas. Dormir sur le sable mouillé et qu'après avoir roulé 3 fois dessus, il est dur comme du béton. Il pleut, il y a du vent, t'as froid, il y a des animaux qui te montent dessus. Enfin, je peux te dire que tu dors zéro. Et ça rend fou, ça rend totalement fou. En fait, au bout de 3 jours, tu deviens dingue, quoi. T'es à fleur de peau, tu te mets en colère pour rien, t'as envie de pleurer, tu te reconnais pas en fait. C'est vraiment, tu changes totalement de personnalité et ça, j'ai trouvé ça très difficile. Et d'ailleurs, j'en ai pris un petit peu, je me suis un peu plus intéressé au sujet et j'ai appris que dans certaines, je sais pas, des guerres ou quoi à l'époque, ils utilisaient justement, ils empêchaient les gens c'est de la torture, c'est affreux quoi, de les empêcher de dormir en les couchant et en leur faisant couler une petite goutte d'eau sur le front à intervalles réguliers toutes les secondes, ce qui t'empêche de dormir et ça rendait fou les gens. Et limite, c'était la meilleure manière de les faire parler plutôt que de leur couper des membres, tu vois. Donc ouais, ça a été très difficile. Mais voilà. Après, le plus difficile pour moi maintenant, avec le recul que j'ai, c'est quand même l'aspect humain. Ah oui. Les humains, c'est quand même les plus durs à gérer. Tu vois, si t'es tout seul sur ton île, ça va mieux se passer, je pense, pour toi. Voilà. Mais après, c'est ce que tu retrouves. Voilà, c'est ce que tu retrouves pour revenir sur le trail. Voilà, c'est ce qu'on va avoir, les baisses d'énergie parce qu'on a mal géré sa nutrition ou les gros coups de mou à cause du manque de sommeil. Voilà, c'est la même chose qu'on vit là-bas et c'est intéressant de vivre ces expériences-là aussi. Ça te renforce mentalement et ça t'amène dans des zones un peu plus lointaines qui fait que je pense que ça te sert ça peut te servir pour ton sport et pour ta vie en général par la suite. En tout cas, c'est assez glorifiant du coup ce que tu dis pour tous ceux qui vont jusqu'au bout. Ça montre quand même qu'ils ont un sacré mental pour vivre ces conditions pendant autant de temps. Alors, je sais pas combien de temps ça dure si tu vas jusqu'au bout. Très, très solide, 35 à 40 jours. Bon, après, il faut savoir qu'au plus ça avance, au moins il y a de monde au moins il y a de personnes, d'aventuriers dans le jeu. Et donc, au plus ça te laisse la chance de gagner ce qu'on appelle des épreuves de confort, dans lesquelles tu vas gagner de la nourriture, voire une nuit dans un hôtel où tu vas pouvoir te requinquer. Alors,
c'est pas tout le monde, mais en général, tout le monde réussit avant la fin de l'aventure à en avoir au moins un où tu réussis à te requinquer. Mais ça n'enlève pas le fait que c'est très difficile et tu les vois, hein, les gars qui vont au bout, ils perdent plus de 10 kilos, hein, c'est un choc pour le corps. Et mettre plusieurs mois à s'en remettre derrière, ça on le voit pas à la télé, mais niveau psychologique, tu sais, on a un psychiatre qui nous suit derrière. Niveau physique aussi, les yo-yo alimentaires, en fait, tu prends un gros choc et il y en a certains, ça leur prend des mois et des mois et des mois pour s'en remettre. Donc c'est quand même très très costaud comme truc. Ouais, bien sûr, bah, c'est bien aussi de parler aussi de ce qu'on voit pas de ce côté-là. Alors il y a Anna Morfoski qui dit autant j'imagine bien la prépa d'un UTMB avec du dénivelé, etc. Les plans d'entraînement dont on parlait tout à l'heure qui évoluent et tout ça, mais qu'on connaît. C'est assez voilà, il y a des choses qui sont écrites maintenant. Mais comment est-ce que tu prépares un Koh-Lanta? Tu as recréé certaines épreuves chez toi, genre le poteau, la fameuse épreuve mythique du poteau. Alors ouais, les poteaux c'est loin quand même, hein. Si tu te prépares au poteau, il y a d'autres épreuves avant à s'y préparer. Mais aujourd'hui avec l'expérience, je te dirais que faut pas vraiment s'y préparer parce qu'en fait tout le monde a sa chance là-bas, du super sportif jusqu'au zéro sportif. Il faut savoir que dans le casting, ils vont sélectionner des profils qui sont ultra variés. Il faut qu'il y ait une gamme de profils. En gros, l'idée c'est qu'il faut que les 60 millions de Français, s'ils regardent l'émission, il faut qu'ils s'identifient à au moins un personnage. Donc c'est sûr que si t'as que des super athlètes, les trois quarts de la France vont pas s'identifier. Donc il y a des profils variés de par l'âge. Le plus jeune va avoir 20 ans, le plus vieux ou la plus vieille 60. Des sportifs, des pas sportifs, des milieux sociaux, des milieux professionnels différents, ce qui fait que voilà, tout le monde a sa chance. Et c'est pas parce que tu vas être bon en épreuve que tu vas aller loin. Pas du tout. En fait, vraiment. L'idée, c'est de plutôt bien se positionner dans l'environnement humain dans lequel tu vas te retrouver pour aller plus loin. Voilà. Il y a des candidats qui gagnent aucune épreuve tout le long du jeu et qui vont aller gagner les poteaux au bout. Et le contraire, il y en a aussi qui vont tout gagner et qui vont gagner au bout aussi. Il y a tout qui arrive là-bas. Donc, il y a une part de humain aussi, il y a une part de chance aussi. Koh-Lanta est basé sur la chance aussi, où tu vas tirer parfois des boules de couleurs qui vont te faire jouer avec une certaine personne ou une autre personne. Enfin, il y a parfois où des mécaniques du jeu qui font que c'est la chance qui va jouer. Et donc là, ça, tu ne le prépares pas. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est sûr que je pense que peut-être se préparer un petit peu au manque de nourriture en faisant un petit jeûne de 2 jours pour ressentir les sensations une première fois, pour pas avoir le choc pendant le jeu, ça sera plus facile à le digérer. Mais après, voilà, il faut y aller surtout avec qui on est, sa personnalité, et espérer que la chance soit de notre côté pour aller le plus loin possible. Ok, bah c'est un bon conseil si jamais il y a des gens là qui veulent postuler pour aller faire Koh-Lanta. En tout cas, ça doit être une aventure qui est assez chouette quand même. Ouais, vraiment. Et en général, les milieux naturels qu'ils choisissent sont pas dégueux, quoi. Hein, là en ce moment, les éditions actuelles, ils les tournent justement en Polynésie parce qu'à cause de la pandémie, ils ne pouvaient pas aller dans d'autres pays. Mais voilà, tu as eu des éditions en Thaïlande, au Cambodge. La mienne s'est passée aux Fidji, des îles qui sont au milieu du Pacifique aussi. Et c'est voilà, tu fais aussi un voyage dans des lieux qui sont fous. Mais c'est vrai que humainement, ça doit être quand même assez costaud de vivre avec des gens, ça, tout en sachant que tu peux te sentir trahi par ces mêmes personnes à qui tu as fait confiance. C'est très dur parce que tu vis un jeu à l'échelle humaine. Je m'explique. Par exemple, quand tu vas jouer, je sais pas, au Monopoly, au Uno ou Trivial Pursuit, tu peux mentir, trahir, faire ce que tu veux, mais comme tu as devant toi un plateau de jeu en carton avec des petits pions en plastique, ben lorsque le jeu est fini, bon, c'est un peu mauvais perdant, tu vas grogner 5 minutes, mais au bout de 5 minutes, c'est fini. Mais là, comme tu joues à un jeu de société à échelle humaine, c'est très, 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 très difficile de sortir de l'aspect « je suis dans un jeu ». On n'est pas câblé, en fait, humainement pour jouer à échelle humaine. Tu vois, c'est Jumanji, le truc. Tu te rappelles le film Jumanji, là, ben, c'est la même chose, quoi. Voilà. Et puis, quand tu as quelqu'un qui te fait un mensonge ou qui te trahit ou qui va être hypocrite avec toi, mais tu vas le prendre à cœur, et d'autant plus que comme tu dors pas et que tu manges pas, ben, tout est exacerbé au niveau émotion et tu es à fleur de peau, et donc tu le ressens encore plus fort. Et donc c'est sûr que ça te met des chocs, et voilà, c'est encore un off caméra, mais
Mais il faut savoir qu'après l'émission, il y a des affinités qui se créent, mais il y a aussi des ennemis qui se créent. Et puis il y a des personnes après le jeu qui se parlent plus, quoi. Et voilà. Et puis ça, tu vois, ça te marque quand même au fer rouge, l'aventure. Et voilà, faut être prêt quand même. Faut être quand même solide dans sa tête parce que un mensonge, une trahison, tu sais, quand tu t'es autant investi pour aller là-bas, c'est difficile à vivre. Voilà. Donc oui, l'aspect humain, c'est costaud et faut être solide dans sa tête pour aller là. C'est vrai que tu disais tout à l'heure qu'il faut finalement rester soi-même parce qu'il sélectionne tout un tas de types de profils différents pour que les gens s'identifient. Mais en même temps, il doit falloir se créer un personnage, se blinder, arriver là-dedans un petit peu dans une bulle pour se dire c'est pas contre moi personnellement, mais c'est contre la personne dans le jeu que je suis, exact. contre qui les autres sont. Quoi. Tout à fait. Bah, c'est pas tout le temps ça, mais c'est souvent ça, exactement. Ouais. Ça dépend avec qui tu tombes aussi. Tu es dans une équipe, donc il y a les rouges, les jaunes. Parfois il y en a plus. Moi, mon édition, il y avait 4 équipes. Tu peux très bien, c'est comme dans la vraie vie. Tu peux très bien tomber avec des gens avec qui tu vas avoir une super affinité, qui vont pas vouloir t'éliminer. Puis tu vas peut-être tomber avec des personnes ou une ou deux personnes avec qui tu as zéro affinité. C'est une histoire d'énergie qui fait qu'il va vouloir te sortir direct, quoi. C'est comme ça. Donc ça, c'est aussi une part de chance avec qui tu vas tomber. Et donc voilà, au niveau profil aussi, quand tu te retrouves dans un casting comme ça, beaucoup de personnes qui veulent candidater font l'erreur d'un petit peu pimper leur CV, comme tu vas faire pour un emploi, tu vois. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. En fait, ils arrivent en disant oui, je suis un aventurier, j'adore l'aventure, je suis un sportif, moi la survie, j'adore, blablabla, alors qu'ils sont jamais allés planter une tente de leur vie, tu vois. Et c'est une grosse erreur parce que le casting cherche aussi la personne qui est ultra urbain, qui déteste le camping, qui aime pas les moustiques et qui est zéro sportif, tu vois. Il faut arriver avec son profil et le soutenir jusqu'au bout et tu vois, et quand tu présentes ton profil dans le casting, faut y aller avec le cœur, tu vois, faut raconter des histoires, faut pas raconter une histoire que tu imagines que ça leur ferait plaisir en disant oui, moi Mike Horn, je lis ses livres, j'aime le camping, si c'est faux, tu vois, faut vraiment raconter des histoires et qui sont fortes et où tu vas avec le cœur et c'est ça qui leur plaît surtout parce qu'au final ils veulent des gens qui aient une personnalité forte devant la caméra et qui savent transmettre une énergie et des émotions et ça c'est pas forcément un sportif ou un king de la survie qui va le faire, tu vois. Ouais, finalement ça doit peut-être être même plus difficile d'arriver là-bas en étant dans ta catégorie, si je peux te mettre dans une catégorie, d'être le sportif qui est affûté, qui peut survivre à tout. Ça tout à fait. Tu regardes, tout à fait. Ouais, tu regardes les statistiques de Koh-Lanta, c'est très rare qu'un bon sportif gagne l'émission. C'est très très rare. Ouais. Alors j'en parlais tout à l'heure de mon meilleur pote qui me demandait qui me racontait comment est-ce que tu avais été éliminé. Il me demande si c'est lui, Thomas, si je veux pas postuler. Non. non, clairement non. Après, il y a aussi, c'est sûr qu'il y a l'aspect aventure qui peut beaucoup plaire et qui peut exciter du monde, c'est sûr. Après, je redis, c'est difficile. Il y a pas de trucage là. Tu prends un grand coup. C'est dur pour la famille aussi parce que tu sors des radars pendant 2 mois. Il faut qu'au niveau professionnel aussi le bureau l'accepte. Enfin, il faut voir aussi tout ce qui gravite autour. Et il faut pas oublier l'aspect médiatisation aussi. Tu fais de la télé et puis t'es un petit peu un pion pour eux. Ils vont pour leur émission. Et voilà, c'est aussi un truc auquel on pense pas, qui est pas simple à gérer derrière. Donc, faut voir l'aventure dans son ensemble et pas uniquement les quelques jours ou semaines que tu vas passer sur place. Là, c'est une aventure qui va durer 2 ans et qui va te prendre énormément d'énergie, et qui fait que c'est une grosse implication. Là. Il faut en être conscient. Tout à fait. Alors, passons à quelque chose qui vient de sortir aussi très récemment, et je profite du coup de la question de Raphaël, que tu dois connaître du coup, bonjour coach. Ouais, je fais du coaching aussi, donc voilà, j'accompagne quelques sportifs dans leur projet de trail. Je me spécialise sur ça, surtout trail et ultra trail. Et puis comme c'est ma passion et qu'aujourd'hui, voilà, je pense que j'ai lu pas mal de littérature et que je travaille aussi pour la Clinique du Coureur, qui est un organisme qui est au top du top dans la revue de littérature. Et puis voilà, la course à pied basée sur la science et non pas sur ce que tu imagines ou sur ton expérience, qui est souvent du grand n'importe quoi. Ce qui fait que voilà, j'adore aujourd'hui, de par ma passion, partager ce que j'ai appris et puis accompagner quelques sportifs, dont Raphaël que tu viens de citer. Top.
Eh ben écoute, si les gens veulent faire appel à toi, je pense que te retrouver, c'est pas très compliqué. C'est Tu vas facile, pouvoir mais mettre facilement ce là lien. j'ai fermé les vannes parce que je suis quand même occupé, puis je veux bien faire mon travail de coach. Donc là, je suis plein. Mais c'est sûr qu'il faut pas hésiter à me contacter. Et puis si quelqu'un quitte le bateau, c'est sûr que j'ouvre une place pour Top, de nouveaux sportifs dans mon équipe. super. Alors j'aimerais bien qu'on parle de justement ton film Balance qui vient tout juste de sortir et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à vous rendre sur la page de Mathieu moi j'ai commencé à le regarder, j'ai été interrompu par mon fils mais c'était vraiment déjà très inspirant déjà dès le début. Est-ce que tu peux nous en parler de ce petit film qui fait une vingtaine de minutes? Ça a été un énorme jalon pour moi cette époque et pour de nombreuses raisons. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un des moments qui m'a le plus marqué à vie. On est en 2018. Moi, ça fait seulement un an que je fais de l'ultra trail, vraiment sérieusement, parce que j'ai commencé en 2017, juste après ma première expérience à l'UTHC que je t'ai parlé tout à l'heure, en 2017 où j'ai fait une vraie saison d'ultra trail. Et dès 2017, j'ai fait des gros ultras qui fait que j'ai eu assez de points pour m'inscrire à l'UTMB. Donc je m'y suis inscrit. En 2018, je suis arrivé comme un bleu là-bas. J'avais jamais fait une distance aussi longue, puis un gros dénivelé comme ça. Je pense que le plus gros dénivelé que j'avais fait, c'était peut-être 3000 mètres. Donc voilà, c'était quelque chose qui était un gros défi pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Québec et puis j'ai rencontré une cinéaste qui s'appelle Caroline Côté, où je lui ai raconté cette histoire-là en lui disant bon, je vais aller faire l'UTMB, ça va être un gros défi pour moi. Et puis elle est passionnée de trail aussi, donc elle a dit Matt, ça serait cool qu'on fasse un film où je te suis à partir de maintenant. Donc c'est à peu près en janvier qu'on s'est rencontrés, jusqu'à ton UTMB qui va être en août, donc 6 mois plus tard, et où je vais te suivre dans ton cheminement parce que c'est quand même rare un profil qui va à cette course-là aussitôt, et puis ça serait intéressant de le partager avec la communauté. Donc j'ai dit go, allons-y. Elle a commencé à me suivre à Montréal, dans mes préparations dans les White Mountains et puis dans les montagnes du Québec. Et est arrivé un événement tragique au même moment, janvier. Mon petit frère qui était sur son scooter, il avait 15 ans, il s'est fait frapper par une voiture, un papy qui voyait plus rien sur la route, où il a failli y rester. Donc heureusement, les médecins ont réussi à le sauver. Mais bon, il en a subi les conséquences puisqu'il a été amputé d'une jambe. Et donc là, moi, je suis rentré en France direct. Il était encore dans le coma, mais lorsqu'il s'est réveillé, j'étais à côté de lui. Et puis bon, on a passé une semaine. Enfin, je te passe les détails, mais c'était horrible. Il se réveille après 2 jours de coma où on lui dit t'as plus de jambes, t'as 15 ans. Et puis lui, direct en tant qu'adolescent. Et puis je pense que je sais même pas si c'est l'âge. Je pense que tout le monde réagit comme ça. Tu te dis mais ma vie elle est foutue quoi. Et puis il a réagi tout de suite comme ça. Ma vie elle est foutue, je vais plus rien faire, j'aurai plus jamais de copine, nanani, nanana. Et bon, je le comprends, mais moi tout de suite, dans ma tête, j'ai dit bon, Lucas, je repars au Canada là, mais fin août, je reviens, enfin mi-août, je reviens pour l'UTMB. Toi, tu vas avoir là 6 mois pour te sortir de cet hôpital-là, te trouver une prothèse, etc. Et je veux que tu sois mon chef de crew, d'assistance à mon UTMB. Tu vas aller avec maman parce que ma mère, elle est nulle en orientation. C'est toi qui vas gérer dans la voiture pour l'amener dans les ravitaillements. Pour m'amener la nourriture, l'eau, tout ça. Et puis, je vais même demander à l'organisation que tu cours avec moi la fin de la course jusqu'à l'arche d'arrivée. Donc, tu as intérêt d'être là parce que moi, je vais y penser pendant la course que tu vas être à l'arrivée et puis ça va me motiver, quoi. Et il a dit, OK, mon frère, go, on le fait. Et puis voilà, c'est tout un coup le film, enfin Caroline m'a suivi. Ben, ça a pris une autre tournure, quoi. Elle est venue en France avec moi et puis elle m'a filmé avec lui. Et puis ça, voilà, l'histoire a tourné, c'est ça qui est beau aussi. Et puis ça a été, bon, je vais pas teaser tout le film maintenant parce que la fin est forte aussi. Est-ce que j'arrive pas? Comment ça se passe avec Lucas? Donc voilà, je laisse le clou du spectacle pour ceux qui vont regarder le film. Mais ça a été quelque chose de très fort parce que Lucas, mon petit frère, pendant les 6 mois qui a précédé l'UTMB, il avait honte, il se cachait dans sa chambre, il mettait toujours un pantalon sur sa prothèse. Et là, c'est la toute première fois qu'il se met en public en short avec sa prothèse à l'UTMB. Donc, ça lui a changé la vie aussi. Derrière, beaucoup de personnes sont venues lui parler sur les réseaux en lui disant « Lucas, c'est super ce que tu as fait, c'est super inspirant. Moi, je suis dans mon canapé, je me bouge même pas. Toi, tu étais capable, à peine 6 mois après ton accident avec ta prothèse, à aller courir dans la montagne à droite à gauche pour ravitailler ton frère. Waouh, c'est beau ce que tu fais. » Les journalistes qui ont fait des articles en le questionnant. Et là, dans sa tête, ça a fait tilt. Il s'est dit « Ah ouais, ok, malgré mon handicap, je peux
être aussi quelqu'un qui peut avoir un impact sur la vie d'autres personnes, être inspirant. Et il s'est mis à sourire à partir de ce moment-là et ça a été quelque chose de très fort pour lui. Et puis pour moi aussi, parce qu'on a vécu un moment familial qui a été d'une intensité émotionnelle extrême, quoi. Donc ça te reste, voilà, c'est marqué en moi. Et encore aujourd'hui, malgré le film, je l'ai peut-être vu 20 fois parce qu'il est passé à un festival et je suis allé faire des conférences pour le présenter. Mais à chaque fois que je regarde ce film, ça me fait la boule au ventre et j'ai une petite larme qui sort encore, quoi. Tu vois, c'est du vrai là, c'est du vrai qui se passe là-dedans et c'est très fort. Et je trouve que l'histoire est originale, quoi. On voit souvent des films de sport où c'est basé uniquement sur la performance, mais là, ça va un petit peu plus loin et je trouve ça intéressant de voir que le monde du sport et de l'ultra trail peut avoir un impact très fort sur le coureur, mais aussi sur tout l'entourage qu'il a autour, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Ah, c'est clair, on voit là l'importance de se placer un objectif. On parle souvent de l'objectif en tant que coureur, pour se motiver à s'entraîner, etc. Là, lui, ça a été dans son établissement que ça a eu un impact très important, le fait d'avoir placé cet objectif par toi. Comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Il va très bien. C'était en 2018, donc 2018, 2019, 2021, ça fait 3 ans. Il va bien. Bon, c'est sûr que ça serait plus facile la vie sans prothèse. Là, il a 18 ans maintenant. Hein. C'est pas toujours simple. On se rend pas compte, hein, mais c'est pas voilà. Mais ça va, ça va. Là, attends. Ouais, bon, c'est un petit peu confidentiel, mais donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je suis en train de voir avec certains partenaires pour faire des aventures avec des personnes handicapées d'une jambe. Voilà, avec tout un truc qui va tourner autour de ça, qui va être assez fou et où je vais impliquer mon frère et ça l'excite beaucoup. Donc il y a quelque chose de gros qui se prépare par rapport à ça. Super, génial. Bon, écoute, on suit ça avec grand plaisir et grande attention pour avoir la suite de l'histoire. Quels sont toi tes gros défis, tes gros objectifs pour cette année? J'ai eu beaucoup de fois la question dans l'espace commentaire, donc ce serait difficile d'en afficher une. Et en attendant, je mets le lien de la vidéo aussi balance dans l'espace commentaire, donc vous pourrez la retrouver que vous soyez sur Facebook ou YouTube. Super, merci François. Mes gros défis, je voyais une question apparaître, juste j'y réponds. Raphaël, tu demandais des lectures pour progresser en hydratation, sommeil, nutrition. Il y a énormément de lectures qui existent aujourd'hui dans la littérature, mais moi je vais te dire, si tu as un livre à prendre où tu vas tout retrouver là-dedans et où c'est des informations vraiment basées sur la science, c'est le livre de la clinique du coureur que tu peux trouver aujourd'hui sur des plateformes en ligne ou dans les librairies. Et puis là-dessus, c'est vraiment la Bible. C'est pas un roman, hein, tu peux lire le chapitre 1, puis aller au 6, revenir au 3. Tu vas dans les sujets qui t'intéressent. Et voilà, c'est des informations vraies, authentiques et humbles aussi, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout sur la course. Et la clinique du coureur, c'est le dire. Tu vois, c'est pas comme un coach ou un coureur qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement parce que ça a toujours été comme ça, tu vois. Non, la science n'a pas encore conclu sur ce sujet-là. Donc, on reste encore neutre sur le sujet. On va mettre le curseur au milieu et peut-être que plus tard, on aura la réponse. Donc, vraiment, le livre de la clinique du coureur et la Bible pour avoir de nombreuses réponses sur l'optimisation de la performance en course à pied. Mes défis, j'en ai beaucoup cette année. Je vais en retenir que 3 parce qu'on va dire que c'est mes principaux. Dans un mois, je vais me retrouver au Trail 100 Andorra, qui est une course au milieu des Pyrénées en Andorre. C'est très, très, très costaud. Je suis allé repérer le parcours en avril. Là, c'est du 125 bornes, 9000 mètres de D+, dans un terrain très technique parce que tu vas au-dessus de 2000 et donc c'est des pierriers. Franchement, j'ai un peu la boule au ventre. Je sais que c'est le genre de course qui pour moi est plus dur qu'un UTMB là. C'est costaud. Donc ça va être une belle course, d'autant plus qu'il va y avoir de bons coureurs qui vont venir, dont Pau Capel, dont on ne présente plus. Je devais courir avec lui contre lui à la Transgrande Canaria. Malheureusement, il s'était blessé juste avant. Donc là, il sera là et ça va être cool de pouvoir partager peut-être un bout de sentier avec lui. Et puis voilà, se jauger un petit peu pour voir un peu nos niveaux respectifs en vue de l'objectif A de l'année qui sera l'UTMB fin août.
Donc ça, c'est voilà, je mise gros là-dessus. Là, je pense que tout le mois d'août, je vais aller le passer à Chamonix pour m'acclimater, et passer un petit peu de temps sur le parcours. Et ensuite, en octobre, je vais aller faire. Alors, c'est pas confirmé à 100%, mais il y a de très fortes chances. Ça va être le marathon des sables. Ça, c'est une course que j'ai dans ma liste depuis longtemps, et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de la faire pour une raison que je dévoilerai bientôt avec une équipe. Et donc, ça va être quelque chose de costaud aussi. À peu près un mois après l'UTMB, et peut-être qu'il restera encore, toutes les plumes de ma parure n'auront pas repoussé, mais c'est une course qui se fait à plat, pas de gros dénivelé, donc pas de casse de fibres en descente. Je pense que ça peut le faire. Et si la situation pandémique le permet aussi, je la rajoute celle-là aussi. Fin novembre, il y a une course qui m'intéresse depuis longtemps, c'est l'Ultra Trail Cape Town en Afrique du Sud, où je devrais aller si tout va bien. Donc voilà, ça me ressemble à peu près à ça, les principales courses 2021. Ouais, bah, ça fait déjà un beau planning, hein. Ouais, vraiment, vraiment. Top, top. Et ben écoute, j'espère qu'on se croisera sur le marathon des sables. Ce Ah, mais serait, tu vas, ah oui, tu y vas aussi? bah je suis un peu comme toi. Ouais. Mais en c'est tout pas sûr encore. cas, c'est sûr que si tu y vas, on va se croiser parce qu'apparemment, l'aspect communautaire là-bas est fou, quoi. Ouais, c'est pour ça que j'y vais. La première nuit, personne n'ose se parler, et puis la troisième nuit, on est tous tellement en galère que c'est la grosse fiesta sous les tentes berbères, voilà, souffrir avec de nos ampoules de pied, quoi. Donc, c'est sûr que si on y va, on va kiffer notre moment, je pense, Excellent. dans le bien ou dans le mal. Alors Mathieu, on a déjà dépassé notre heure réglementaire, si je puis dire, même s'il n'y a pas vraiment de cadre, hein. Une dernière question, c'est une traditionnelle, celle-là aussi. Mathieu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? Ça peut être tout ce que tu veux, tout sujet, travail, pro, perso. Tu peux répondre ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? La santé, tout simplement. La santé, parce que justement, j'en parlais par rapport à Lucas, et j'ai vécu récemment, là, dans les 2 dernières années. Bon, j'ai pas vécu personnellement, mais dans mon entourage, des situations qui m'a fait prendre conscience que, en fait, la santé, c'est pas du tout acquis. C'est quelque chose que tu peux soit avoir un accident qui te tombe dessus en traversant la route du jour au lendemain. T'as beau être super en santé, tout se passe bien, ça peut t'arriver aussi. Mais tu peux avoir une maladie qui tombe dessus. Et puis, il faut savoir, pour revenir sur koh qu'il y avait un des aventuriers qui s'appelait Bertrand Kamal, qui avait 30 ans, qui était en pleine forme pendant le jeu, pendant l'aventure. Et lorsqu'on est revenu, 3 mois après, en mars, il a commencé à souffrir de petites douleurs dans le ventre. Il a dit, hey les gars, on avait un groupe WhatsApp, vous aussi vous avez mal au ventre? Et tout le monde a répondu, ben ouais, on a mal au ventre parce que koh ça te défonce le ventre. Et donc voilà, il en a pas trop tenu compte. Puis il a commencé à avoir encore plus mal. Donc il a fini par aller faire des tests au niveau médical, hein, et puis ils lui ont trouvé un cancer du pancréas. Et c'est un cancer qui est terrible parce que, en fait, je crois que c'est très rapide, quoi. C'est très rapide parce que le problème de cette maladie, c'est qu'elle elle est décelée trop tard. Une fois que tu as la douleur, les métastases sont trop développées pour te sauver. Et donc, voilà, Bertrand Kamal, on l'a su en avril peut-être qu'il était malade, et puis il nous a quittés en septembre, quoi. Hein. Donc, c'est voilà, c'est le gars à pleine forme, hein, sportif et tout, hein, comme nous. Et donc, voilà. Si on peut me souhaiter la santé, et si je peux aussi souhaiter la santé à tous, c'est vraiment la base, parce que voilà, c'est pas acquis, et je le redis, chaque jour où on est en santé, là, il faut en être conscient, il faut se le dire, c'est une chance, voilà, c'est une chance, c'est quelque chose qu'on a d'être en santé. Puis souhaitez-moi ça, et j'espère que ça va être ça pour aujourd'hui, pour l'année, pour les années à venir. Super. Eh ben écoute, Mathieu, c'est vrai effectivement tout ce qu'on peut te souhaiter de pire, de garder cette santé, cette énergie, cette fougue aussi que tu as à parcourir les sentiers, cette envie que tu as de voyager et de nous faire partager aussi tout ça sur tes réseaux. Donc Mathieu Kolanta, on peut retrouver effectivement tout ça sur Instagram, sur Facebook. Et puis je pense que si on va là-dessus, on trouvera déjà pas mal de tes aventures. Merci beaucoup. C'est ça. Ben, merci François pour l'accueil. Effectivement, vous pouvez aller voir ce que je partage sur les réseaux. En général, je fais pas ça juste parce qu'il faut le faire, tu vois. Je partage ce qui me passionne. Voilà, j'ai mes petites histoires de vie, et puis si ça peut
si on peut partager tous ensemble ces trucs-là, c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir tout ça. Et puis, ça me fera plaisir de répondre à vos questions, commentaires pour partager cette belle passion. Merci Top. François. Eh ben, avec grand plaisir. Merci encore une fois Mathieu. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents dans l'espace commentaire. Je suis désolé encore une fois, j'ai pas pu afficher toutes les questions. Mais c'est vraiment un très très grand plaisir Mathieu de passer cette heure avec toi. Merci beaucoup. En polynésien, pour dire au revoir, on dit Nana. Nana. Eh ben, Nana alors. Nana. Voilà, c'en est tout pour cet échange avec Mathieu l'ultra trailer de Koh-Lanta. Voilà, il a cette étiquette maintenant. Alors on en a parlé un petit peu de Koh-Lanta, mais j'ai essayé de pas trop non plus en parler. C'est pas une émission Koh-Lanta non plus, mais on en a quand même un petit peu parlé. Vous avez vu, c'était intéressant d'avoir un petit peu les coulisses de cette émission et puis de voir tout ce qui se passe aussi en off durant les tournages et puis les émissions. On a beaucoup parlé de la sécurité, comme je le disais au tout début. On a parlé aussi de son parcours d'ultra trailer et puis de son planning. Voilà, c'était vraiment une super émission. Merci beaucoup à Mathieu d'avoir accepté. Merci beaucoup aussi à Koros de nous avoir mis en relation, Mathieu et moi. Et voilà, si cette émission, ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager. C'est ce qui m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le podcast. C'est vraiment primordial pour moi pour que je puisse continuer à le développer et puis à inviter des invités toujours de plus en plus prestigieux et surtout à le faire connaître. Voilà, faire connaître. Mais c'est grâce à vous. Si vous en parlez pas, il se fait pas connaître. Voilà. Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Notez-le 5 étoiles si ça vous intéresse. Mettez-moi un petit commentaire aussi de votre avis sur le podcast et surtout à le partager à vos amis, votre famille, votre club, votre boulanger, votre charcutier, votre maraîcher, votre chausseur de pied, bref, à qui vous voulez, mais partagez-le. Voilà. Allez, salut!